Bonjour Clarisse. Donc moi je suis Jean-Marc Bonjour. Delorme du Cercle Gouvernance du Centre BNB France. Voilà. On est en relation ensemble puisque Kala intervient avec le BNB et un certain nombre d'actions autour du BNB. Et l'idée c'est de partager un petit peu ces différents retours d'expérience. Donc première question, Clarisse, est-ce que tu peux te présenter et puis présenter l'entreprise Kala? Alors, oui, moi, je suis Clarisse Charara, je suis présidente de l'entreprise Cala. C'est une entreprise dont la spécialité est le beurre de karité bio et équitable. Pas n'importe quelle karité, c'est un karité très particulier qu'on ne trouve pas sur le marché parce qu'il est le fruit de beaucoup de recherches, d'une vingtaine d'années de recherche pour enfin trouver un karité exceptionnel. Et donc, nous avons dédié ce karité aux soins au départ pour les chevaux de course et les chevaux de sport. Et voyant le résultat qui était obtenu, les entraîneurs ont voulu eux aussi bénéficier de ces produits. Donc, ils nous ont demandé, parce qu'eux aussi sont exposés à la neige, au froid, au vent, etc., à des conditions climatiques pas évidentes. Ils nous ont demandé de créer des soins pour les humains. C'était des soins visage, mains et lèvres. Et ça m'a intéressé beaucoup dans le sens où je viens d'un milieu de sport de haut niveau. J'avais très envie de répondre à un challenge important qui consistait à faire quelque chose d'efficace où il n'était pas obligé de s'en remettre toutes les 3 minutes parce que ça avait disparu soit sous la neige, soit sous la pluie. Et voilà, et donc c'est comme ça qu'est née la gamme pour les humains aussi. Donc maintenant, nous nous occupons aussi bien des chevaux de course et de sport, dont la garde républicaine d'ailleurs, et nous sommes très fiers, et, euh, et aussi pour les humains avec, j'espère, d'ici la fin de l'année, une entrée chez Biocop. Et donc, dans cette entreprise, il y a une dimension d'échange entre l'Afrique et d'autres continents, et notamment la France. Absolument. Oui, tout à fait, dans le sens où bon, je suis franco-béninoise, hein, je suis née au Bénin, je suis gérante d'une autre entreprise au Bénin qui est en charge donc de faire récolter aux femmes au Bénin, dans le nord du Bénin, les amandes de karité et aussi d'extraire le karité dans notre unité de production dans le nord du Bénin. Voilà. Et donc l'intérêt pour nous, c'est que ces femmes-là augmentent énormément leur qualité de vie, puisque ce sont elles qui sont normalement dédiées à cette tâche-là, mais elles n'en sont que très peu récompensées. Donc pour nous, c'était important de n'employer que des femmes et de les faire monter en expérience et en qualification. D'accord. Avant de parler un petit peu des 9 domaines du BNB et de ce que fait Kala dans chacun de ces 9 domaines, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres d'activité sur le nombre d'employés en Afrique et en France, le chiffre d'affaires, quelques éléments, quelques indicateurs Alors, je ne sais pas si ça dira grand-chose, mais en moyenne, la société au Bénin produit à peu près 1 à 2 tonnes de beurre de karité par an, ce qui correspond à une récolte de 7 à 8 tonnes d'amandes de karité. Selon les commandes que nous pouvons avoir sur des laboratoires, nous pouvons aller jusqu'à 10 tonnes de production. C'est le maximum de notre unité de production actuelle. Et toute la production de la société au Bénin est rachetée par Cala, qui est en France, de manière à assurer la pérennité de la société béninoise. Euh, en nombre d'employés, ça représente quoi? En nombre d'employés, nous avons donc 14 employés femmes et un chef d'exploitation homme. Et pendant la saison de récolte, nous avons 60 femmes qui récoltent les amandes de karité dans 2 villages. Donc ça, c'est au Bénin. Ça, Et en c'est au France, Bénin. il y a aussi une activité de l'entreprise. Voilà, alors en France, c'est un peu plus compliqué dans le sens où nous sommes que trois. Et il s'agit pour nous tous d'être un peu des hommes et femmes orchestres parce que il faudrait très vite pouvoir recruter dès que l'entreprise pourra le faire. C'est-à-dire que Monsieur Chara, mon mari, donc, est chargé de tout ce qui est communication, image de marque, visibilité de l'entreprise, packaging, etc. Fanny est chargée justement de la, de la partie éthique et du respect de tous nos engagements, aussi bien à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur. Et moi, je suis chargée de la formulation, je suis chargée de la fabrication, de la commercialisation
avec beaucoup de choses. Très bien. Alors, justement, c'est l'occasion, c'est un bon lien avec le premier domaine du BNB qui est la gouvernance, la façon dont on dirige l'entreprise, dont on se dirige soi-même. C'est un domaine important pour le bonheur BNB. J'ai lu sur le site internet d'ailleurs que les valeurs de l'entreprise, c'était pérennité, respect, excellence, transmission et équilibre. Par Mhm. rapport à ces différentes valeurs, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au BNB? Et puis, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le lien avec avec les engagements de l'entreprise, comment ça se traduit, et puis comment vous mesurez finalement avec vos employés le fait que ces engagements arrivent bien sur le terrain? Alors, déjà, la pérennité, pour moi, c'est très important parce qu'il s'agit de faire monter donc, les femmes avec qui nous travaillons en qualification, parce qu'il y a des choses qui me font quand même mal au cœur, c'est-à-dire des gens qui traversent la mer et s'y noyer pour aller chercher je ne sais quoi en France, alors qu'on peut très bien vivre heureux en Afrique. Donc ça me paraît très important, d'autant plus que l'éducation au Bénin, c'est celui que je connais en tout cas, a beaucoup périclité. Et donc, les enfants ne vont plus trop à l'école. Et quand on s'appelle fille, c'est encore moins vrai. Donc, la pérennité, ça se fait donc sur le long terme. Il faut absolument qu'on soit là. Et ce sont des engagements que l'on prend aussi avec EcoCert et aussi avec la certification équitable. On s'engage au minimum pour 5 ans. Donc, pour nous, c'est très important d'être présent là-dessus. Euh, je ne sais plus quels sont l'ordre des différentes. Si tu peux Après, me voilà, euh, respect, excellence, transmission, respect, excellence, voilà, équilibre. c'est ça. Alors bon, c'est vrai que respect, excellence, bon, ça va avec le respect que l'on peut se porter aux uns et aux autres. C'est-à-dire que j'estime que même si je suis gérante en Afrique, je n'ai pas la science infuse, je peux faire des erreurs. Et je demande à tous mes salariés, mes collaborateurs, si je dis quelque chose qui n'est pas cohérent, de pouvoir me reprendre si jamais il y avait un souci. L'inverse serait problématique. Donc, que je ne sois pas craint dans l'entreprise, en fait. C'est ça ce que je ne veux pas du tout, c'est qu'il y ait des erreurs parce qu'on me craint, parce que c'est le chef. Donc, ça, c'est important. Ou bien, s'il y a une idée qui est plus intéressante que les pratiques que nous faisons habituellement, c'est mieux, eh bien, il faut le faire. Et parfois, c'est vrai, je reconnais, je leur dis souvent, je suis têtue. Donc, il ne faut pas hésiter à me le dire plusieurs fois jusqu'à temps que ça rentre dans le disque dur et que je passe à la nouvelle idée qui m'est proposée. Donc voilà, ça c'est important, ça fait partie du respect aussi, euh, en dehors du fait de se parler correctement les uns et les autres. Mais enfin, ça c'est le prérequis déjà pour travailler ensemble. L'excellence, ce qui m'intéresse, c'est de faire un fabuleux karité, parce que j'en ai vu tellement des affreux sur le marché que j'ai pas du tout envie de vendre quelque chose sur lesquels je me sentirais pas à l'aise complètement face aux consommateurs et face aux personnes qui travaillent avec moi. Donc ça, c'est primordial qu'on soit fier de ce que l'on fait à tout moment, même si c'est juste nettoyer les locaux, eh bien, ça participe au résultat final et on est fier à tous les niveaux de l'entreprise. Voilà, et le TE, je sais plus. Après, voilà. Et alors, comment est-ce que vous vous assurez finalement auprès de votre personnel qu'ils sentent bien que cet engagement je dirais, en cohérence avec ce qu'ils ressentent eux? Comment vous y prenez pour vous assurer que c'est pas que des annonces, c'est bien une réalité et notamment que c'est bien perçu, quoi, c'est bien reçu, c'est bien vécu. Hmm. Ben, disons que déjà au début, quand j'ai commencé à recruter mes petites dames là pour faire le karité à l'intérieur de mon unité de production, je leur ai demandé de mettre des charlottes, des surbottes, etc. Et elles se sont dit, oh là là, celle-là, elle est restée trop au soleil, elle va pas trop bien. Donc, mais au fur et à mesure qu'elles ont fait la première saison, elles se sont rendues compte que la qualité du beurre extrait était différente de celle qu'elles pouvaient faire dans leur maison, etc. Et à la fin de chaque année, de chaque saison, je leur offre un produit fini, que ce soit un soin visage, de façon à ce qu'elles comprennent où va le karité qu'elles produisent et qu'est-ce qu'on finit par faire avec. Donc, et en faisant ça, elles ont été très touchées de voir que ça faisait quelque chose d'aussi agréable, qui sentait aussi bon. Et là, elles sont heureuses donc de participer davantage. Donc chaque année, chacune reçoit un ou deux des produits de la gamme de façon à ce qu'elle puisse l'utiliser et en parler et être heureuse de ça.
À côté de ça, nous avons aussi comme politique de s'occuper de leurs enfants. C'est-à-dire que faisons des politiques d'alphabétisation pour elles et puis de mise d'aide à l'école pour les enfants. Donc ça nous paraît important. Il n'est pas question que nos salariés ne scolarisent pas leurs enfants. Il y a ça aussi. Et puis, par rapport aux personnes qui collectent les amendes de carité dans les villages, elles nous ont d'abord exprimé les soucis qu'elles avaient de récolter en brousse le carité, les amendes, et notamment les morsures de serpents et les piqûres de guêpes, etc. Donc, chaque année, nous équipons nos collectrices de nouvelles paires de bottes quand elles sont cassées et de gants et puis de lunettes qui sont assez obturantes de façon à ce que les guêpes ne les piquent pas au visage, de façon à ce qu'elles soient protégées correctement. Voilà. Très bien. Alors, du coup, on a traité un petit peu le deuxième domaine qui est le domaine de la santé, puisque j'avais noté qu'il y avait un certain nombre d'actions en France, notamment par rapport aux couvertures mutuelles. Mais c'est Oui. intéressant surtout de s'intéresser à ce qui se passe en Afrique. Donc, j'ai bien entendu. Il y a d'autres choses à rajouter sur le domaine de la santé, la préoccupation de la santé. Mais, disons qu'au niveau de mon chef de production a eu un accident, un grave accident il y a 4 ans de moto. Et bon, nous sommes intervenus parce qu'il n'avait pas les moyens de se faire opérer. Donc, il y avait un excellent chirurgien qui est toujours présent d'ailleurs, heureusement, dans le nord du Bénin. Donc, nous avons organisé l'opération qu'il a dû subir dans le nord du Bénin et on s'est occupé donc de toutes les suites opératoires et de payer l'opération. Par la suite, il a fallu réopérer parce qu'il est retombé sur l'autre jambe cette fois-ci. Donc, on a réopéré il y a quelques mois et donc, heureusement, tout s'est bien terminé. Et c'est pareil, on prend souvent en charge parce que les opérations, il n'y a pas de couverture sécurité sociale à proprement parler ou très faible. Et donc, Vous l'avez aidé à prendre en charge tout ça, là. oui, c'est ça. Mm. Le troisième domaine, c'est le domaine de l'éducation. Donc, j'ai bien noté qu'il y avait effectivement un fort investissement dans l'alphabétisation des femmes, dans le fait que vous essayez que chacun des enfants, des salariés aille à l'école en Afrique. Il y a d'autres choses à rajouter sur ce troisième domaine de l'éducation? En fait, nous venons d'acquérir 100 hectares de terre et sur ces 100 hectares, nous devons construire une unité de production qui permettra de fabriquer 100 tonnes de beurre de karité par an. Et comme 100 hectares, ça fait quand même un beau terrain de jeu, nous avons décidé d'y construire une école et donc une unité d'alphabétisation avec aussi une cantine pour le personnel. Et les hommes de ces dames vont avoir pour tâche de cultiver les légumes et les fruits pour alimenter la cantine de la société. Alors, c'est sûr que ça a fait un peu de remue-ménage sur l'instant, mais tout le monde s'y retrouve parce que tout le monde va manger à sa faim et sans devoir payer quelque chose. C'est le travail des hommes et ils nourrissent leur famille comme ça. Très bien. Alors, le quatrième et puis le cinquième domaine, c'est la culture. Donc là, on comprend qu'il y a effectivement des enjeux d'échanges culturels très importants. Il y a une communauté effectivement qui vit, qui est autour de cette activité. Tu disais, c'est une formidable aventure que nous vivons, dans laquelle le Nord et le Sud se donnent enfin un partage des savoirs et un partage des savoir-être. Maintenir l'équilibre entre des savoir-faire ancestraux, des méthodes modernes. Nous travaillons avec les femmes, gardiennes d'un savoir ancestral, etc. Sur cet aspect justement communautariste, enfin communautaire plutôt, de communauté et de culture. Qu'est-ce que tu as envie de dire en plus de tout ce que vous faites là? Et je trouve que à chaque fois que je retourne au Bénin, ça me permet, je trouve, de revenir à l'essentiel. Parce que en France, on se laisse souvent parasiter par tout un tas de choses qui finalement n'ont pas tant d'importance que ça. Parce que l'essentiel, c'est finalement d'aller chercher des petits plaisirs simples et des petits bonheurs simples, d'avoir fait une bonne journée de travail ou bien d'être le matin à 5 heures levé, de voir ce soleil, il fait doux, il fait frais. Rien que ça, c'est agréable. Et ça permet après, quand on rentre en France, de se dire, ah ouais, tiens, c'est chouette d'aller juste marcher au bord de la mer ou des petites choses comme ça, d'être heureux de petits riens. Parce que c'est ça ce qui permet de transformer la journée en grandes choses. D'accord. Alors on poursuit avec un domaine suivant qui est le domaine je dirais, de la résilience écologique, de tout ce qui concerne l'environnement. Donc j'ai bien noté une passion pour les chevaux, pour l'équitation,
le fait que le karité, c'est un arbre vénérable et précieux qui vit 150 ans et qu'il faut vraiment entretenir dans des forêts, d'ailleurs, qui sont des forêts préservées. J'ai noté qu'il y avait une certification biologique EcoCert, zéro pesticide, zéro engrais, zéro herbicide, que vous étiez également certifié commerce équitable Fair for Life, que vous travaillez à diminuer votre empreinte carbone puisque vous regardez tout ce qui se passe autour des transports avec le transport maritime. Voilà, est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu plus tout ça là? Disons que par rapport à notre empreinte carbone, maintenant qu'on a pu avoir ces 100 hectares, nous allons faire en sorte de mettre en place une cavalerie de manière à pouvoir surveiller le domaine à cheval et éviter d'avoir des 4x4 qui vont sillonner le domaine pour dépenser de l'énergie pour rien. Donc ça, c'est important. Et puis, ça va maintenir une tradition ancestrale de cavalerie dans le nord du Bénin. Donc, ça me semble très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai perdu un peu le fil. Donc tout ce Euh, qui est certification, tout ce qui est le fait que vous oui, êtes dans des alors, environnements avec des traditions ancestrales. La forêt, oui. j'avais noté que c'était une forêt sacrée, par exemple. Est-ce que cette forêt sacrée, comment est-ce qu'elle est respectée? Comment est-ce qu'elle est Alors, la forêt sacrée est respectée, oui, parce que ce sont des... Disons que l'Afrique est souvent à 90% animiste, hein. C'est-à-dire on se rapproche toujours de la nature, de tous les signes ont de l'importance. Donc, moi, j'ai souhaité qu'à travers le karité, on puisse aussi transférer cette importance au karité et que chaque arbre aussi devienne sacré, chaque karité devienne sacré. Donc, maintenant, ils l'ont d'autant plus compris qu'ils gagnent mieux leur vie en faisant attention à cet arbre-là. Et, et donc, de ce fait, à chaque fois qu'il y en a un qui doit toucher un karité ou le déplacer, je suis là et je veux absolument qu'on fasse attention et qu'on ne coupe pas les arbres n'importe comment. Donc ça, c'est très important. Par rapport à nos traditions ancestrales, oui, il y a des façons de traiter le karité qui sont des façons des manières de bon sens, en fait, où on n'avait pas tant mécanisé tous les protocoles. Et donc, j'ai retiré beaucoup de ces traditions-là parce que ça permet de préserver l'entièreté de toutes les qualités de ce fameux karité. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, alors la certification équitable m'a fait à moi découvrir quelque chose, c'est-à-dire que j'étais sûre de vouloir suivre cette certification, mais j'en avais une idée finalement qui était erronée, dans le sens où je pensais que être fair trade, ça voulait dire rémunérer de façon plus juste et plus correcte les récoltants et les collecteurs. Et en fait, oui, c'est ça, mais pas que. Et le pas que était encore plus intéressant que la meilleure rémunération, dans le sens où je me suis rendu compte qu'il fallait que je crée une association pour les collectrices et pour toutes les femmes avec qui je travaille, euh, pour qu'elles désignent entre elles une présidente, pour qu'elles désignent une trésorière. Alors, ce sont des femmes qui ne savent ni lire ni écrire encore pour l'instant. D'ici quelques années, ce sera autrement, mais pour l'instant, elles ne savent pas. Donc, on les aide à prendre ces décisions-là. Et entre elles, elles doivent chaque année définir un projet. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est sûr que, par exemple, si on leur achète, c'est un exemple, 200 francs CFA le kilo d'amande, euh, normalement, c'est 125 francs. Donc, elles vont répartir jusqu'à, mettons, 180 francs CFA sur la famille. Elles vont redonner ça à leur mari, qui va dire, bon, ben là, tu achètes ça, tu achètes du pain, tu achètes de ci, de ça, etc. Mais il y a 20 francs CFA qui vont leur revenir à elles dans l'association. Et donc, ces 20 francs CFA que chacune par kilo va toucher, elles vont pouvoir en faire un projet qui leur est propre à elles seulement, sans que les maris, les enfants, les autres puissent toucher à ça. Alors, c'est sûr qu'elles étaient un peu désemparées parce qu'elles avaient besoin, entre guillemets, de rien sur l'instant, tellement peu habituées à penser à elles, qu'elles ont fait quand même un projet pour la communauté, c'est-à-dire de faire des puits pour avoir de l'eau potable. Donc, nous avons décidé comme nous allons mettre au moins 5 à 6 puits sur le domaine, nous avons décidé pour leur village de mutualiser les efforts et de les aider aussi parce que, bon, à raison de 20 francs CFA par kilo d'amande, on va y arriver d'ici longtemps.
Très Donc, bien. on les laisse faire pendant 2 ans et puis on complétera le gros de la somme après. Voilà. Très bien. Alors, je voudrais justement, c'est un bon enchaînement sur deux autres domaines qui sont le bien-être psychique et également qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Donc, le premier, c'est quel sens on donne à notre travail, à notre vie, et ensuite la question, l'enjeu du temps, c'est un domaine à part entière. Alors, à la fois en tant que manager, toi, comment est-ce que tu préserves ton bien-être psychique? Comment est-ce que tu te laisses pas emporter par je dirais, des activités qui peuvent être très stressantes. Comment tu gères ton temps? Et puis, deuxième volet, c'est comment, dans ces cultures effectivement partagées franco-africaines, comment justement le sens qu'on donne à tout ce qu'on fait, comment c'est partagé, comment c'est vécu, voilà, comment ça se traduit, de manière à garder un véritable sens, puisqu'on voit bien que chez nous, il y a une crise du sens du travail. Comment ça se passe chez Kala? Oui. Alors, ma gestion du temps a beaucoup évolué, surtout dans la dernière année. C'est-à-dire, auparavant, j'étais plutôt quelqu'un hyper actif, qui dormait quasiment pas ou très peu. Il suffisait de me parler à minuit de karité pour que ça y est, ça allume toutes les lumières de mon cerveau et que je dorme pas jusqu'à je sais pas quelle heure. Et, et à un moment donné, bon, en prenant de l'âge, il faut quand même le dire aussi, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'arrive à lever le pied parce que c'était pas la peine d'aller faire un burn-out ou je ne sais quoi d'autre de désagréable. Et surtout que je suis passionnée par tout un tas d'autres choses. Donc, j'ai décidé de petit à petit d'inclure dans mon emploi du temps des 1 heure, 2 heures chaque journée de quelque chose qui me fait plaisir. C'est-à-dire, je fais du chant classique. Donc, presque tous les jours, je fais 1 heure de chant classique. Euh, et là, depuis quelque temps, j'aime beaucoup nager et j'aime beaucoup plonger. Et j'avais pas trop envie de. Je craignais l'eau froide parce que à Perpignan, bon, l'eau est beaucoup plus froide qu'aux Antilles où j'ai l'habitude de plonger. Et puis là, bah, cette fois-ci, j'ai décidé de le faire quand même avec ma petite nièce qui m'a un peu poussée. Et je me suis rendu compte que c'était quand même pas la banquise. Donc finalement, j'ai été heureuse de mettre 2 plongées par semaine. J'ai eu l'impression d'être en vacances, juste avec 2 plongées par semaine. Donc je greffe dans mon emploi du temps des bulles comme ça de grand plaisir. Et ça me permet ça me donne l'impression d'avoir voyagé quelque part, ou enfin, ça m'aère la tête. Et donc, voilà, ça va beaucoup mieux tout de suite. Et Par rapport à l'Afrique, par contre, euh, en Afrique, je constate qu'à chaque fois que je viens au Bénin, j'ai au moins 24 à 48 heures de décélération. C'est-à-dire que si je prends mes employés avec la même vitesse que je prendrais mes collaborateurs en France, je vais les stresser, ils vont se demander ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui se passe, est-ce que quelqu'un est mort chez moi, ou il faut qu'il y ait quelque chose de très très grave qui me soit arrivé pour que je sois dans cet état-là. Donc, en général, je fais un stop dans la capitale, à Cotonou, je vois ma famille, on discute un peu, ils voient que je suis un peu comme ça encore, donc je commence à me calmer. Et puis, après seulement, je monte dans le nord une fois que j'ai retrouvé un niveau de langage calme, tranquille et serein pour pouvoir être au diapason avec mes équipes. alors justement, cet aspect très culturel je dirais, du sens qu'on donne aux choses, comment elle est traduite par les personnes qui travaillent en Afrique? Justement, comment ça se traduit? Comment vous alliez cette double culture franco-africaine par rapport à des traditions qui sont certainement très différentes, par rapport à cet enjeu à la fois du bien-être psychique, de la façon dont on voit les choses, des valeurs qu'on donne, et puis de la façon dont on gère le temps. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à noter, à rapporter. Euh, il y a Ça, côté effectivement, salarié, ça. Hein. oui, oui, au départ, j'avais un souci évidemment avec les horaires. Et j'avoue, je ne vais pas trop leur jeter la pierre parce que je suis infernale avec les horaires. J'ai toujours 3 milliards de choses à faire avant de partir à un rendez-vous. Enfin bon, bref. Donc, mais j'ai quand même tenu à ce qu'ils soient respectés. Et pour qu'ils soient mieux respectés, j'ai introduit des pauses régulières dans la journée, de façon à ce que on travaille tôt le matin, on travaille à 8 heures, donc de 8 heures à 10 heures on travaille, parce que j'estime que je leur demande de l'attention, et donc rester concentré pendant 4 heures, j'y crois pas trop.
Au bout d'un moment, on se fatigue, on a peut-être faim, voilà. Donc, je fais une pause à 10 heures et on se retrouve tous à discuter, à manger quelque chose, à parler de ce qui nous intéresse. Il y en a une qui attend un bébé ou qui a eu un bébé, ou on regarde des photos ensemble, on fait des choses comme ça. Et puis, donc, on fait 30 minutes de pause et puis après, on repart travailler jusque vers midi. C'est comme ça que j'ai pu les aider à manager le temps de manière à ce qu'elles ne se sentent pas comprimées. Parce qu'en fait, c'était ça. Le problème, c'était de se sentir comprimée dans un emploi du temps où après, elles n'avaient plus rien pour la maison. Donc, je les fais sortir beaucoup plus tôt. Et donc, dans leur journée, ça se passe toujours avec de la rigolade, avec du sérieux, mais sur un temps court, et avec de la rigolade. Voilà. Très bien. Le dernier domaine du bonheur BNB, c'est la suffisance matérielle, c'est-à-dire on n'a pas besoin de toujours plus pour être heureux. Par contre, il y a un minimum. Donc j'ai bien compris effectivement qu'il y avait un enjeu à l'attention qui est porté à la rémunération, le fait que une partie de la production, par exemple, est dédiée aux femmes démunies, à l'éducation, etc. Euh, voilà, donc est-ce qu'il y a sur ce point-là, est-ce qu'il y a des choses également à, à dire sur ce que vous faites? Et puis j'aurai une dernière question après. Oui. Alors, en fait, là, je suis en train de créer un dossier pour que l'association euh, qui, euh, qui, pour l'instant, se charge d'apporter des livres au Bénin, qui s'appelle Kenbo, elle a été créée à Perpignan et je voudrais la faire reconnaître d'utilité publique de manière à ce que je puisse avoir des possibilités pour prendre plus de cartons de livres, plus de vêtements, parce que j'ai tout un tas de personnes autour de moi qui achètent des marques pour leurs enfants chéris, etc. Et au bout de 6 mois, la marque n'est plus top à porter. Et donc, on ne sait pas quoi en faire. Et donc, moi, je récupère pas mal de cartons et je ne peux pas tout apporter en bagage personnel. Donc, avec le fait d'obtenir cette reconnaissance, ça me permettrait de prendre plusieurs cartons en fret pour faire venir ça en Afrique. Voilà. Bien. Alors sur la question du matériel, des revenus, il y avait on a travaillé ensemble à un moment donné puisque vous étiez à la recherche de financeurs éthiques. Donc on avait travaillé effectivement avec des personnes que je connaissais personnellement, entre autres, et vous aviez expliqué la nature éthique de votre projet et vous leur avez expliqué pourquoi vous recherchiez des financeurs éthiques. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette recherche de financeurs éthiques et puis est-ce que ça a donné des résultats? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez d'ailleurs aujourd'hui encore un appel à des financements dans ce cadre-là? Alors, en fait, pourquoi éthique? Parce que, en fait, c'est pour tout dire, c'est Fanny qui m'a dit c'est très important, l'argent, parce que c'est une énergie. Et selon l'énergie qu'on y met, soit elle est dévastatrice, soit elle porte vers le haut. Et j'avoue, je me disais, ouais, bon, peut-être, éventuellement, bon, bref, j'étais moyennement sûre. Et puis, nous étions en phase de levée de fonds et nous n'avions pas atteint ce que nous souhaitions atteindre. Nous étions partis pour lever 130 000 euros. Et je me suis fait démarcher sur LinkedIn par une, une plateforme qui s'appelle Ayomi. D'ailleurs, je la cite parce que surtout ne pas y aller, quoi. Qui ne pense justement qu'à l'argent, qu'à l'argent, qu'à l'argent, peu importe la façon dont c'est demandé, dont c'est explicité, il n'y a que l'argent qui compte. Et très vite, je me suis dit, mais ces gens-là sont quand même bizarres, ils ont une façon de m'aborder que j'aime pas. Je les sens agressifs, je les sens opportunistes, et ils m'ont demandé donc toutes les adresses de tous nos contacts et tout ça, et je leur ai dit, mais attention, il ne faut pas aborder les gens n'importe comment non plus. Non, non, mais vous inquiétez pas. Et en fait, c'était fait n'importe comment. Et quitte à leur faire peur, à dire aux gens, ah ben ça va se terminer en 48 heures, alors que ça se terminait 15 jours plus tard. Au total, on n'a eu que 23 000 euros. Ça n'a rien donné. Et cet argent-là, pire encore, il nous est passé dans les doigts, il a filé dans nos doigts. On l'a utilisé dans les charges de l'entreprise. Il n'a pas été intéressant cet argent-là pour nous. Alors du coup, cette démarche éthique que vous avez eue par la suite, est-ce qu'elle a porté ses fruits ou est-ce qu'elle a été comment ça s'est passé? Voilà. Alors, l'autre démarche éthique, bon, malheureusement, on n'a pas trouvé beaucoup de financeurs, mais les financements que nous avons obtenus, ça nous a permis de construire des choses solides pour l'entreprise
on a pu acheter des pots, on a pu commencer à bâtir quelque chose avec. Donc là, j'ai enfin compris ce que voulait dire Fanny par le fait que l'argent était de l'énergie et qu'il était important de charger la bonne énergie sur cet argent. Donc, est-ce qu'il y a toujours une recherche de ces financeurs éthiques et ça serait quoi un Oui. financeur éthique? Un financeur éthique, ce serait un financeur qui a le souci déjà des êtres humains, de leur bien-être, qui a le souci de cette entreprise dans laquelle il veut mettre de l'argent et pas seulement un retour sur investissement, même si c'est important, il ne faut pas se voiler la face non plus. Et, euh, et puis, euh, et puis évidemment, oui, on en a besoin. On a besoin, on est encore avec une recherche de 100 000 euros pour pouvoir vraiment amorcer notre décollage. Ouais. D'accord. À titre personnel, d'ailleurs, et de façon quand même assez anecdotique, mais quand même, j'ai participé au financement de Cala. Et voilà. Tout à fait. Et donc, du coup, Oui, ça me permet oui, d'avoir des je t'en nouvelles remercie. des petites Oui, sommes que j'ai mis dans Kala pour faire avancer très bien. Eh ben, écoute, oui. merci en tout cas pour cet entretien qui était très, très authentique et dans lequel j'ai appris plein de choses. S'il y avait dans tout ce qu'on a dit, dans cette direction liée au BNB, s'il y avait quelque chose que tu aurais envie pour l'année qui vient, dans quel axe ça se passerait? Dans quel axe, c'est-à-dire soit les humains, soit les équidés, c'est ça? Ou Voilà, globalement? enfin, sur l'aspect effectivement des différents sujets qu'on vient de traiter, là, à la fois les 9 domaines, je dirais, du bonheur BNB. Comment est-ce que Kala, dans quel axe tu vas pousser un petit peu les choses pour qu'il y ait encore plus de bonheur qui soit apporté aux salariés, aux employés, aux dirigeants, aux partenaires, aux fournisseurs, je ne sais pas. Quels seraient Alors moi, les axes de j'ai travail? l'impression d'avoir donné beaucoup à mes salariés, donc je vais continuer cette base me semble à peu près solide, donc je vais Mhm. continuer à l'alimenter parce qu'elle me semble bien. Par contre, je vais me tourner vers mes partenaires, vers les magasins, de façon à ce que je puisse organiser un vrai partenariat avec eux et faire rayonner donc ces superbes produits euh, par, euh, par la joie que ça m'apporte de leur faire partager ces produits-là. Parce que c'est justement là-dessus que je souhaite faire grandir l'entreprise, c'est-à-dire diffuser cette joie. C'est Très important. bien. Eh ben, écoute, c'est un très bon mot de la fin pour notre entretien. Je te remercie et j'espère que ça permettra de faire connaître Kala, de faire connaître aussi un petit peu le BNB. Et en tout cas, c'était un grand plaisir qu'on a échangé ensemble. Merci, Clarisse. C'est bien partagé. Merci Jean-Marc, à bientôt.